du Monde FIFA 2026, le plus grand spectacle du football mondial, s'invite chez vous. Les meilleures sélections de la planète se donnent rendez-vous pour une compétition d'exception. Du 11 juin au 19 juillet, 44 matchs en direct, 34 journées de compétition, avec un suivi privilégié du parcours des nations africaines. Retrouvez également les plus grandes affiches des phases à élimination directe. La Coupe du Monde FIFA 2026, c'est à vivre sur Gabon Télévision, diffuseur officiel. Annonceurs intéressés, contactez-nous au 077 93 07 20 et au 066 75 45 425. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le cadre de ce premier numéro qui lance officiellement sur Gabon Première la 23e édition de la Coupe d'Afrique de la Coupe du Monde FIFA. J'y suis. Il s'agit tout simplement de retrouver, de repartir avec les mêmes pendant près d'un mois, comme vous l'avez vu, du 11 juin au 19 juillet. Et pour cela, ce soir, je suis avec Georges Alexis Bada. Georges, bonsoir. Bonsoir Aïssa, alors mes amis, bonsoir à tous. On est parti pour un mois ensemble. C'est parti. Et juste à côté de Georges, il y a nos consultants, les éternels. Bon, Valérie, je l'ai tiré un peu, donc il fait sa mine. Mais Valérie, bonsoir. Non, enfin, je prends des forces parce que ça va être... Ça va être long. Il va falloir avoir le cardio. Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Et juste à côté, il y a notre arbitre maison, notre expert FIFA, instructeur FIFA, Jérôme Efonzolo, qui nous fait toujours le plaisir d'être là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous. Nous sommes partis pour un mois avec grand plaisir. Et vous savez qu'avec vous, on a déjà une petite actualité. Le Somalien qui est reparti, qui a été viré des USA. Mais ça va faire l'objet d'un débat tout à l'heure. Messieurs, ça va donc se passer entre le Canada, le Mexique, les USA. Ce soir, ça va s'ouvrir du côté donc des USA, la 23e édition de cette Coupe du Monde FIFA 2026. Le premier match qui va être proposé sera donc l'opposition Mexique-Afrique du Sud. Votre regard d'abord sur ce 23e rendez-vous du ballon rond mondial. Écoutez, on va dire simplement que la résultante de trois grandes nations, trois grands pays économiquement forts ne peut que nous réserver une bonne ambiance, une bonne préparation et une bonne compétition en soi. On sait également que la FIFA a misé là-dessus pour engranger quand même, comme le disaient tantôt les uns et les autres, 11 milliards de dollars, c'est pas rien du tout. Tour de table, Valérie. Oui, tout à fait. C'est une première dans beaucoup de choses que l'histoire va retenir. Première compétition organisée par 3 pays frontaliers. Première compétition également où il y a 48 participants, 10 nations africaines. Et première compétition où le même stade, celui sur lequel va se jouer ce match, va abriter le match d'ouverture. Il faut reconnaître que le stade Aztec a été le siège du match d'ouverture en 70, qui avait vu le Brésil gagner, 86 avec l'Argentine de Maradona, et là en 2026, on espère simplement que les Sud-Africains qui vont ouvrir le bal de ces nations africaines va, comme en 2010, au mieux faire match nul ou engranger les 3 points, mais ça on le verra par la suite. On va absolument soutenir les 48 équipes, moi je mets toujours un bémol, il y a 48 équipes, on risque d'avoir beaucoup de buts. On risque d'avoir beaucoup de buts parce qu'il risque d'y avoir des nations un peu plus faibles que les autres. 48 équipes, peut-être plus de buts, on va battre aussi le record. Début pendant ce tournoi, je pense. Merci beaucoup, Jérôme. Messieurs, on va partir donc du côté du Mexique, où donc se déroule présentement maintenant la cérémonie d'ouverture de cette 23e édition que vous suivez sur Gabon Première. Retour sur ce plateau. Cette cérémonie d'ouverture aura duré près de 15 minutes. We are ready, comme c'était clairement que le Mexique est prêt, sinon les pays organisateurs sont prêts. Messieurs, cérémonie d'ouverture riche en couleurs, c'était plus une mise en avant de
la culture mexicaine et sud-américaine. Africaine aussi, on va dire, hein, parce qu'on a pu apercevoir, si ma mémoire ne me trompe pas, Bernie Boy, c'est ça je crois, le Nigérian, ouais. Donc c'était cosmopolite, c'était bien, et puis surtout réglé dans un timing parfait, comme on en voit maintenant d'habitude. Hein. Il n'y a plus droit à cette cérémonie d'ouverture où le protocole était lourd. Là, c'est vraiment pour mettre en avant la diversité culturelle et puis tout de suite pour aller au jeu, parce que tout ce qu'on a pu voir là doit être enlevé pour que les équipes puissent entrer, s'échauffer et tout ça. Donc, timing respecté. Jérôme? Oui, timing respecté. Aux cérémonies assez sobres. Ce qui est quand même à signaler ici, c'est qu'il n'y a pas eu de discours. C'est parce que souvent, il y a des discours des différentes instances. Ici, il n'y en a pas eu. OK, autant de couleurs. En 15 minutes, ils ont pu résumer le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ouais. Georges-Alexis Badin. Oui, de belles chorégraphies pensées, exécutées, accompagnées de son, lumière, avec un stade déjà qui est plein, vous avez dû le constater, ils sont là. Et en altitude, bien sûr, parce que là également, il y aura un petit souci du côté de nos Africains, Sud-Africains, je veux dire. Et on se retrouve de belle manière avec ce remix. Il y a 16 ans, c'était les mêmes équipes qui avaient lancé la balle, rappelez-vous, en 2010 en Afrique du Sud. C'était un but partout. Aujourd'hui, on verra que l'Afrique du Sud, qui a commencé, va devoir relancer également toute la cohorte africaine pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour qu'on aille jusqu'au bout, on a pu apprécier Shakira, le groupe de rock mexicain Maná, le chanteur vénézuélien Dani Océan, comme cela a été dit. Messieurs, on a dit que c'est une Coupe du Monde co-organisée donc par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Avec Serge Lambert Niquez Ranosino de la rédaction du service sport de Gabon Première, je vous propose que l'on s'intéresse à cette organisation à trois. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, co-organisateurs de la Coupe du Monde 2026, est la deuxième co-organisation de l'histoire de la FIFA après le Japon et la Corée du Sud en 2002. Si le Mexique organise le mondial pour la troisième fois, après 1970 et 1986, les États-Unis sont à leur deuxième organisation après 1994. Le Canada, quant à lui, découvre les délices de l'organisation d'une Coupe du Monde. Sur le plan sportif, le Mexique, avec 18 participations au plus grand rendez-vous du football mondial, bénéficie d'une grosse expérience, même si les poulains de Xavier Aguirre, capitaine du Mexique en 2010, ne sont jamais parvenus à briser le plafond de verre des quarts de finale. Les États-Unis participent pour la 12e fois à la fête du football mondial, avec comme référence une 3e place en 1930 en Uruguay. Le Canada, qui a déjà participé au mondial en 1986 et 2022, arrive à ce rendez-vous avec l'ambition d'obtenir la première victoire en Coupe du Monde et pourquoi pas aller plus loin encore. Alors, c'est donc une Coupe du Monde qui promet, mais on ne saurait parler de cette organisation sans ouverture. Ce sera donc, comme on l'a dit, Mexique-Afrique du Sud, au stade Aztec du côté du Mexique. Mais messieurs, ensemble, pendant que les protagonistes du jour s'échauffent, ensemble, nous revenons donc sur ces faits marquants qui ne pourraient passer sous silence sur ce plateau. Les restrictions des États-Unis. Question de sécurité, on dit, mais quand même, ça fait parler, ça fait couler encre et salive. Oui. De la fouille des Sénégalais, des Lions de la Teranga, à cet arbitre qui a été renvoyé malgré le visa. Autant d'éléments qui font tâche quand même. On va quand même relativiser pour dire que le contexte où les États-Unis, vous le savez, sont en conflit, ouvert, fait en sorte qu'ils ont dû durcir toutes les mesures sécuritaires. Malheureusement, au moment où la plus grande fête de football s'ouvre
au pays de l'oncle Sam, des mesures de sécurité exacerbées, où on envoie des fouilles qui théoriquement ne devaient pas être. Et ça ternit un peu, si vous voulez, le lancement de cette coupe planétaire. C'est vraiment dommage. Et la FIFA est restée un peu à l'écart parce que la FIFA espère que la sécurité relève du droit purement des pays qui organisent. Donc il ne peut pas s'immiscer, il ne peut pas rentrer dans ce couloir. Malheureusement, on en assiste à certains débordements qui frisent un peu, qui fait un peu grincer, je veux dire. Oui. Valérie. Oui, ben, je crois que dans diplomatiquement correct, hein, l'intervention de Georges. Oui, mais dans une compétition comme celle-là, il y a des séances de travail qui sont organisées pour aplanir un certain nombre de questions qui pourraient justement faire en sorte qu'il y ait des incompréhensions. Et là, s'agissant par exemple de l'arbitre, on aurait pensé qu'une autre porte d'entrée lui aurait permis de diriger les matchs pour lesquels il aurait été sollicité. Mais bon, on peut également penser que comme la base des arbitres se trouve aux États-Unis ou se trouverait aux États-Unis et qu'il était forcément obligé d'y entrer. Donc on pense que bon, peut-être ces négociations-là ou ces pourparlers n'ont pas donné les résultats qu'on pouvait attendre en se disant que la Coupe du Monde, c'est la fête du football et qu'on pouvait amoindrir un peu quelques règles. Mais bon, comme on le dit généralement, c'est dur, mais bon, la loi reste la loi. Et puis, n'oublions pas aussi que les États-Unis aujourd'hui, à travers le président Trump, sont en train de donner une image de la plus grande puissance du monde. Et donc, lorsqu'ils veulent faire respecter certaines lois sur leur territoire, ben, personne ne peut s'y opposer. Même la FIFA ne peut rien. Comme quoi la souveraineté des États. Il serait bien que l'Afrique prenne exemple. Bien, parce que là, quand même, ce sont les États-Unis qui, à quelques... on a l'Iran qui se retrouve avec les billets. C'est ça, les supporters qui ont vu les billets rayés, et puis l'Iran qui doit faire cette navette. Dans tous les cas, on respecte la sécurité. Il y a même les journalistes aussi. Les journalistes, donc dans tous les cas, on respecte l'obligation, sinon l'exigence de sécurité des États-Unis, mais ça lance quand même aussi, ça pique quand même au vif et ça donne un signal clair. Les États sont souverains. Parce que là, ce sont les USA qui dictent, qui imposent leur dictat. Ben, écoutez, les règles, elles sont connues d'avance sur les options d'entrée dans un pays. Donc à partir de ce moment, ce qui se fait très souvent, c'est que l'organisateur qu'est la FIFA, peut faire en sorte que le pays allège. Mais sur ce coup-là, on se rend bien compte que... Sur ce coup, la FIFA n'a rien pu du tout. Voilà, Gianni Infantino, par sa diplomatie sportive, n'a pas pu faire baisser pavillon aux autorités américaines. C'est bien dommage, mais bon, qu'à cela ne tienne, il faut que la Coupe du Monde qui est prévue entre le 11 et le 19, le 11 juin et le 19 juillet se joue. Donc on attend impatiemment que le terrain prenne toute sa place pour que, on l'espère, tous ces déboires-là qu'ont connu plusieurs personnes soient oubliés. Et j'ai quand même envie de poser cette question à Jérôme Efondolo. Tu ne vas pas y échapper. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à l'arbitre somalien, qui est d'ailleurs le meilleur arbitre africain? Tout à fait. Je pense que je suis l'actualité. Oui, effectivement, c'est quelque chose. Vous savez, quand on est arbitre de football, la plus grande des compétitions, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Avoir été désigné et finalement ne pas l'arbitrer, vraiment, j'ai très mal. On ne repêche pas parce qu'en fait, c'est pas lui qui a le problème là. Oui, j'ai très mal pour lui. Vous l'avez si bien dit, les États ont leur souveraineté. Et ici, c'est ce qui a joué. On le disait tout à l'heure en off, Valérie et moi, la porte d'entrée, ouais, c'était les États-Unis. Si c'était au Canada ou au Mexique, je pense que l'arbitre n'aurait pas eu de problème. Mais bref, qu'à cela ne tienne, oui, il est rentré chez lui. Il a été, je crois que le pays l'a honoré parce que le président de la République l'a reçu. Oui. Et on a suivi jusqu'au bout. Comme vous l'avez si bien dit, oui, le meilleur arbitre africain a été ça s'attendait quand même à une sortie de la CAF, disons les choses. Absolument, j'allais en venir. Il est quand même issu d'une institution qu'est la CAF. La CAF aurait pu quand même, à son niveau, essayer de revoir un peu les choses pour trouver
un consensus parce que le refouler comme ça fait pas bon, Ça ça fait fait pas pas. élégant. Mais pourquoi la CAF? Non, moi Parce que si on parle d'arbitre africain, Oui. les représentants africains sont quand même sous le couvert de la CAF. À ce Tout à fait. moment-là, Mais à partir du moment on ne où- s'attend pas à une polémique, mais on s'attend quand même à un message de la CAF pour soutenir l'interlocuteur le mieux placé, c'est la FIFA. Parce qu'il est sorti de la juridiction de la CAF pour entrer dans celle de la FIFA. Les arbitres appartiennent à la FIFA. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est un arbitre africain, mais au-dessus de la FIFA, il n'y en a pas au niveau football. La CAF n'est que... Donc la CAF n'a pas à faire de sortie dans ce La cas. CAF n'est que... CAF La ne FIFA peut pas a décidé, soutenir c'est le chef qui a décidé. D'accord. Tout le On se monde, plie. que ça s'arrête là. On Là, apprend ça, chaque c'est jour, très on apprend important. chaque jour, C'est on très apprend important. chaque... Moi, vous savez, moi, au finish, tout cela, ça me met bien, ça me met à l'aise. Parce que je finis par me dire, en vérité, que la souveraineté des États, ce n'est pas un leurre. Non, mais bien sûr. Comme certains s'amusent à le vendre, ce n'est pas un leurre. Bien sûr. Et les États-Unis le démontrent bien parce que... Non, mais la FIFA le constate elle-même. La FIFA le constate. Les États-Unis le démontrent bien parce que il y a les intérêts et les exigences Excusez-moi, nationales. est-ce que la FIFA le constate? Je prends le cas quand vous allez au TAS, c'est avec les lois suisses. Le TAS, avec les lois, je prends le cas, vous devez payer votre... Quand vous allez porter plainte au TAS, c'est 20 000 francs suisses. Vous n'allez jamais... Le dollar, l'euro, ils ne vont jamais l'accepter. Vous devez changer votre argent en francs suisses pour que votre plainte soit acceptée au niveau du TAS. Donc, chaque pays À ses règles. Le Gabon a ses règles. Alors, on va passer au nouveau format, messieurs, pour la première pour cette édition 2026. On a donc 10 nations africaines, 48 nations qui prennent part. Nouveau format pour cette compétition. Valérie. Oui, 48 nations qui participent. Cela veut dire que pour aller au bout, il faut jouer un match en plus que ce qui était prévu, enfin, que ce qu'on connaissait. Donc, je crois qu'il y en avait 7. Aujourd'hui, en moins d'un mois et demi à peu près, il faut jouer 8 matchs. Donc, il faut avoir des effectifs qui tiennent la route, tant au niveau de la quantité que de la qualité, et surtout avec les championnats qu'on a connus, où les joueurs ont été énormément sollicités. La fraîcheur physique aura également son mot à dire. Il faudra aussi prendre en compte la température, les températures qui vont être très très chaudes. On se rappelle qu'en 94 et même en 86 au Mexique, il faisait très très chaud. Donc tout cela peut, par rapport aux équipes africaines, où on pense qu'elles sont beaucoup plus habituées à la chaleur, même si beaucoup de joueurs évoluent en Europe, on pense que les équipes africaines passent simplement au niveau de la météo qui peut leur être favorable, mais qu'elles ont grandi, à l'instar du Maroc, à l'instar du Sénégal, du Ghana, et pourquoi pas également le Cap-Vert qui peut savourer cette première qualification comme du pain béni, et puis jouer sa chance jusqu'à fond. Je crois qu'il y a au niveau des 10 représentants africains une possibilité énorme de figurer dans le dernier carré, et pourquoi pas aller au-delà. On s'intéresse donc d'abord à ce nouveau format. 48 équipes, c'est le nombre de participants pour cette Coupe du Monde 2026. Une innovation après plusieurs éditions à 34 sélections internationales. Cette nouveauté oblige la FIFA à instaurer une nouvelle configuration, un format que nous détaillent ici Lionel Nelio Nguema et Adeline Abemondo de la rédaction du service des sports de Gabon Télévision. 48 équipes. C'est le nombre de nations qui participeront à la Coupe du Monde 2026, contre 32 lors des 7 dernières éditions du tournoi mondial. Les sélections seront reparties en 12 groupes de 4 équipes. À l'issue des phases de poule, les 2 premiers de chaque groupe décrocheront automatiquement leur qualification, accompagnés des 8 meilleurs troisièmes. La compétition entrera ensuite dans une nouvelle dimension avec l'apparition des 16e de finale. Puis viendront les 8e, les quarts, les demi, avant la grande finale qui sacrera la meilleure nation du monde. Avec 104 matchs programmés, cette édition 2026 deviendra la plus vaste et la plus ambitieuse jamais organisée par la FIFA. Un mondial plus long, plus dense, plus immense, où chaque rêve prendra davantage de la place sous la lumière de la planète football.
Alors, ce sera donc, c'est donc une reconfiguration, comme on a dit, une nouvelle façon de faire et de penser. Jérôme? Je dirais par rapport à ce que Valérie a dit, par rapport au temps, aux températures qui vont être assez importantes, que l'Afrique du Sud s'en sortirait peut-être mieux parce que les 3/4 des joueurs sud-africains jouent au pays. Ce qui n'est pas le cas des autres nations, des autres nations africaines. Mais en revanche, il ne faut pas négliger l'altitude du Stadio Azteca parce que c'est près de 1000 mètres d'altitude et plus vous êtes en altitude, le vent se raréfie, il faut être habitué et il faut s'acclimater parce que ce n'est pas toujours évident pour les internationaux que vous êtes. Non, normalement, dans la préparation, c'est prévu. Vous devez prévoir ça à ce niveau. On ne peut pas se permettre, pendant une compétition aussi éprouvante, qui va solliciter énormément les organismes, aller comme ça à l'aventure. Donc, les staffs techniques sont équipés, outillés pour justement mettre les joueurs dans les conditions les meilleures. Et on espère que également, la qualité, la façon de jouer va être importante. Si on est dans un jeu énergivore, c'est sûr qu'avec la chaleur, ça va être compliqué. Donc, il y a tout cela à prendre en compte, l'intelligence de jeu, tout ce qui est collectif. Et comme je l'ai dit, le rapport entre la quantité et la qualité, ça va être important parce que pour aller au bout, ou même pour bien figurer dans cette Coupe du Monde, il faut avoir plus de 11 joueurs. Pas 11 joueurs simplement, mais pouvoir aussi faire reposer pour pouvoir bien se préparer pour les prochaines batailles. Et je pense que là, au niveau de la FIFA, il va y avoir des pauses entre fraîcheur, parce que effectivement, la chaleur va être... Il faut considérer tous ces paramètres. C'est bien très sûr, important. Il faut protéger les joueurs. Et même les arbitres aussi, il fait chaud. Et la pause fraîcheur permet également aux organisateurs de compiler les partenaires et les publicités pour pouvoir maximiser tout ça. Mais on le sait. Ça, c'est une obligation. Tout ce qui est possible et imaginable pour mettre en avant les partenaires, c'est avec l'apport de tous que la FIFA peut se permettre de distribuer des retombées financières intéressantes. Pour ces associations. Alors, quand on parle des pays africains, on a dit qu'il y en avait 10. Le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, l'Afrique du Sud qui va faire son entrée aujourd'hui, le Cap-Vert, première qualification, et la République démocratique du Congo qui retrouve la compétition normalement et qui est... Oui, Valérie? Oui, la RDC, oui, bien sûr, qui a bataillé dur pour arriver. 10e qualifié, il a fallu se défaire du Nigeria, qui s'était débarrassé du Gabon, et ensuite aller voyager pour... je crois que c'est une équipe qui, au regard de ce que son entraîneur a produit, parce qu'il faut quand même le dire, ils ont changé d'entraîneur, ça a donné une révolte positive, et puis bon, ils sont allés chercher ce mondial, et on espère que, voilà, comme les autres équipes, que ces pays africains ne vont pas simplement pour participer, mais aujourd'hui avoir l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Alors, Alan s'intéresse aux représentants africains. Il nous offre donc ce regard avec Adeline Abomondo. À 48 équipes. C'est une première pour le continent africain d'avoir autant de représentants à la plus prestigieuse des compétitions de football, en l'occurrence la Coupe du Monde. Parmi la dizaine des nations africaines, nous avons l'Afrique du Sud logée dans le groupe A avec le Mexique, la Corée du Sud et la République tchèque. Ce sera la 3e participation pour les Bafana après 1998 et 2010. En 2026, les hommes du groupe Ross attendent l'échéance avec abnégation. Dans le groupe C, le demi-finaliste et 4e de l'édition précédente, le Maroc. Les Lions de l'Atlas, dotés d'un nouveau coach à la personne de Mohamed Ouabi avec de nouvelles ambitions, seront opposés au quintuple champion du monde, le Brésil, Haïti et l'Écosse. Sacré challenge pour les Marocains. De l'autre côté, au compte du groupe E, les éléphants de Côte d'Ivoire Saint-Sébastien à l'air demeurent dangereux avec une palette offensive 4-3-3. Ils retrouvent le mondial après avoir manqué 2 éditions. L'adversité sera rude avec une Allemagne 4 étoiles, l'Équateur et Curaçao. Juste à côté, la Tunisie de Sabri Lamouchi jouera 3 matchs cruciaux face aux Scandinaves de la Suède, vice-champion du monde en 1958, les Pays-Bas, 3 fois finalistes, et le Japon, habitué de la compétition. Les Aigles de Carthage ont un bilan d'un nul et d'une défaite en matchs amicaux.
En outre, les pharaons d'Égypte, 7 fois champions d'Afrique, héritent d'un bon tirage avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, un groupe qui se jouera à l'usure. Les coéquipiers de Mohamed Salah affichent une belle ambition. Pour sa première expérience, le novice Cap-Vert tombe sur des cadors comme l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite dans le groupe H. Les requins bleus ont une formation constante depuis les 5 dernières années avec une nette progression et une bonne dynamique avec une belle victoire face à la Serbie, 3-0 en préparation. Le Sénégal retrouve la France après une mémorable victoire 1-0 en phase de groupe en 2002. Aussi, la Norvège et l'Irak. Les Lions de la Teranga ont terminé la préparation avec une défaite face aux États-Unis, pays hôte. L'Algérie de Riyad Mahrez, quant à elle, sera confrontée aux champions du monde en titre, l'Argentine aussi, l'Autriche et la Jordanie. La République démocratique du Congo s'apprête à jouer sa deuxième Coupe du Monde. Logée avec l'Angleterre, la Croatie et le Panama, le Ghana est privé d'entrée au mondial qui ne participera pas à une 4e Coupe du Monde. Le flambeau est donc passé à son cadet Jordan en tant que leader du front de l'attaque des Black Stars. Dommage qu'au coup ce Tottenham blessé soit trop juste pour le début de la compétition. Quelle nation africaine éditera une meilleure performance lors de ce mondial? Mexique, Canada, États-Unis? La réalité se fera remarquer sur le terrain. Bonne question. Quelle nation africaine pour aller loin? On a le Maroc qui a déjà montré qu'on pouvait aller suffisamment loin à cette compétition parce que le Maroc est demi-finaliste historique. Demi-finaliste africain historique de la coupe du Monde. Messieurs, les possibilités pour l'Afrique? Les possibilités pour l'Afrique, elles sont réelles. Hein? Elles sont réelles déjà à travers le format, à partir du moment où il y a 8 meilleurs troisièmes qui peuvent être qualifiés, donc à part les 2 premiers. Et on voit quand même que les groupes sont assez équilibrés. Et je suis d'avis avec ce que Jérôme disait à l'entame de notre présentation, qu'il y aura énormément de buts, parce que au fur et à mesure que la compétition va évoluer, les écarts vont se faire sentir. Ce qu'il faut simplement souhaiter à nos équipes africaines, c'est qu'elles débutent bien, parce que la compétition, lorsque on le voit très souvent, lorsque vous commencez par une défaite, vous êtes déjà en mode survie. Et à partir de ce moment, tous les plans ne sont plus possibles. Et on pense également qu'avec la maturité évolutive du football africain, hein, l'importance que prennent les joueurs africains sur le football mondial, leur expérience, leur vécu devrait profiter aux équipes nationales pour pouvoir mieux gérer les compétitions. Hein, mieux aborder les matchs et faire en sorte qu'on aille plus simplement pour participer, mais avoir véritablement cette envie de soulever cette Coupe du Monde. Et je pense que plusieurs équipes, on les a citées, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, hein, qui récemment a battu la France. Ils ont les moyens, ils ont le potentiel. Maintenant, il faudrait mettre tout ça en œuvre et comme le disait dans le reportage, c'est le terrain qui va être le seul juge. Je reviendrai sur vous pour votre top 4, justement, des possibles favoris de cette compétition. Jérôme, on y va. Alors, Jérôme, toi. Je pense que plus on a de participants, plus les chances sont énormes. Et ici, quand on regarde quand même les pays africains qui sont qualifiés, il y a moyen, une fois de plus, de ne plus trouver rien qu'un pays africain en demi-finale. Pourquoi pas en finale? Je le souhaite. Le Maroc l'a déjà montré la voie il y a 4 ans. Il a bien parlé de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, effectivement, et autres. Cependant, il faut sortir des phases de poule parce que après cela, comme je le dis souvent, un match sur un match, tout est possible. Georges Alexis. Écoutez, il faut d'abord faire remarquer que de la dizaine des équipes africaines, il n'y a pas de grands stars qui sortent véritablement du lot où on peut miser. Mais c'est plutôt, à mon sens, vous trouvez qu'il n'y a pas de grandes stars de la dizaine des équipes africaines? Vous pensez qu'il n'y a pas de grandes stars? Non, je veux de la trempe. Peut-être au détriment du collectif, il veut dire. Je veux mettre en exergue le collectif, l'équipe. Dit comme ça, la plupart des équipes vont miser là-dessus, avec l'intelligence du jeu et l'expérience également, parce que là-bas, c'est le haut niveau. Donc, on ne se jette plus à tue-tête pour livrer un match vaille que vaille et puis ramasser
des valises. Donc, ils vont partir avec cette confiance, ce vécu déjà aussi. Et puis, comme Valérie l'a dit, la plupart de ces équipes-là, elles ont grandi crescendo avec des joueurs qui évoluent également à l'extérieur et qui côtoient les grandes vedettes que nous voyons ici et là. Donc, il n'y aura pas ce complexe. Donc, ils vont se défouler maintenant. Et à qui a grand bonheur la chance, il faut dire que certaines équipes, comme le Maroc est déjà sorti un peu, c'est vrai, un peu bandé, hein, parce qu'aujourd'hui, on aura l'œil sur le Maroc parce qu'on sait qu'elle peut toujours faire mal. Qu'à cela ne tienne, les Africains sont confiants, ils ont leur chance à jouer. D'accord. Alors, messieurs, je vous le disais il y a quelques petites minutes, je vais m'intéresser à vos favoris. D'accord. On y va, donc on va sur un top 4. Valérie, le tien. Je note parce que chaque fois, on va... Top 4, c'est-à-dire les favoris pour toi, demi-finalistes. Bah ouais, exact. top 4, ça fait les demi-finalistes. On y va, justement. Aïe. Ok, d'accord. Bah, moi, je vais en mettre même 6, hein, donc c'est pas grave. On y va. Sénégal. Sénégal REC. Oui. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Brésil. Portugal. Au plan africain ou bien... C'est noté. Non, on va sur le général. Là. Ah, le général. Je peux ajouter la France. Oui. Et l'Argentine. Ouais. Carrément le pays organisateur en dernier. En vérité, ce qui se passe, c'est que les 2 derniers, ils comptent juste en bonus comme ça, si vos 4 premiers sont éliminés. Jamais, mais on reste sur les 4 premiers. Jérôme, vas-y, ton top 4. Mais vous savez, les dernières Coupes du Monde nous ont montré que l'Argentine faisait partie de ce top 4. L'Argentine. On ouvre avec l'Argentine? Oui, la France. D'accord, le demi-finaliste. Oui. Le Maroc qui sort aussi d'une demi-finale. Non, la France est finaliste. Oui, le Maroc. Oui. Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal, REC. J'ai pas mis le Maroc, moi? Non. Il faut rajouter le Maroc. Si on passe sur 4 équipes, moi je mets la France, le Portugal. France. Portugal. En Afrique, je vois le Sénégal et le Maroc. Sénégal et Maroc. Et là, la hiérarchie serait totalement respectée. Oui. Dans tous les cas. Très bien. Et si vous me demandez pour moi, eh bien, je vais sur le Portugal, la France, le Maroc. Et le 4e pays, les téléspectateurs décideront pour nous. Alors, bien sûr, il faut faire participer. Vous ne mouillez pas beaucoup là. Hein. C'est pour cette raison que je présente. Donc le 4e pays, les téléspectateurs décideront pour nous. Messieurs, c'est donc l'affiche de ce soir qui va opposer le Mexique à l'Afrique du Sud. On s'intéresse à cette première opposition qui va être proposée aux téléspectateurs ici. 4 confrontations entre les 2 nations, 2 victoires du Mexique, 1 victoire de l'Afrique du Sud, 1 nul en match d'ouverture du Mondial 2010 justement en Afrique du Sud. Votre regard sur ce premier match? Bien, moi j'ai bien aimé à la dernière CAN l'état d'esprit sud-africain, cette volonté de jouer, de produire du jeu, d'aller de l'avant, cette explosivité qu'ils ont eue chaque fois qu'ils attaquaient. Et on a senti également, à travers le renouvellement de cette équipe nationale, l'impulsion du football sud-africain, parce qu'on a vu Mamelodi Sundowns en finale d'une Coupe africaine. Donc ça veut dire que le football sud-africain revit. Et ce n'est qu'à juste titre que cette équipe nationale, qui est le fleuron de ce football-là, est en Coupe du Monde.